Bonjour Franck Renard. Comment Bonjour vas-tu? Marc Gardel, Comment vas-tu? comme un jeune homme. Oh, super. Alors je te présente, donc tu t'appelles Franck Renard et tu es belge, voilà, et tu es très connu dans le milieu de la photo animalière. Dans quelle région exactement de Belgique tu es? Je suis dans l'est du pays, en Ardennes en fait, pas loin de la frontière allemande, la partie la plus sauvage du pays, pour autant qu'on puisse envisager que la Belgique est un pays qui puisse être sauvage, évidemment. Ton métier, c'est pas principalement la photo animalière, c'est garde forestier si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Moi, je suis un photographe strictement amateur et mon boulot consiste malgré tout à passer beaucoup de temps en forêt puisque je suis agent du département de la nature et des forêts, ce qui est un peu un mélange, si je dois comparer deux métiers français, entre un agent de l'ONF et un agent de l'Office français de la biodiversité. Donc, autant professionnellement que pour mes loisirs, je passe mon temps dans la nature. Oh, quelle chance. Oui. Donc tu as malgré tout publié quelques ouvrages, quelques livres, tu en as récemment de fait? Oui, donc depuis le temps, j'ai eu l'occasion de publier quelques livres et le dernier est sorti il y a maintenant 2 ans et il était justement consacré spécifiquement à ma région de la Haute-Ardenne belge. Il s'appelle Haute-Fagne, Savane d'Ardenne. Les Hautes-Fagnes étant euh, mon lieu de prédilection pour la prise de photos dans ma région. D'accord. On peut te contacter comment? Tu as un site internet? J'ai un site internet, comme n'importe quel chien à chapeau maintenant, hein, donc www.francrenard.com. Mais je dois dire que le site internet n'est plus trop mis à jour en ce qui me concerne. C'est vrai qu'on a vu apparaître d'autres moyens de communication plus instantanés, notamment via les réseaux sociaux. Donc le site internet existe toujours, mais c'est vrai que sa fréquentation a vraiment été réduite à la portion congrue parce que maintenant on utilise voilà, des moyens plus immédiats comme celui-ci hein, pour communiquer. D'accord. Quel matériel tu utilises? Alors, tout d'abord, j'aime préciser que le matériel, c'est vraiment pas quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui m'emmerde parce que ça, pardon, on ne devrait pas dire des gros mots, parce que ça coûte beaucoup d'argent, parce que c'est toujours trop lourd, trop fragile. Mais c'est nécessaire parce qu'un photographe sans matériel, évidemment, ça s'appelle pas un photographe, ça s'appelle autrement, mais ça s'appelle pas un photographe. Donc j'ai aucune passion pour le matériel, ça c'est une certitude. Et actuellement, voilà, j'utilise du matériel Canon depuis une vingtaine d'années. Récemment, j'ai fait l'acquisition du R6 qui vient en complément du 5D Mark III. Mais voilà, j'ai pas de, j'aime bien le préciser, j'ai pas de passion pour ça. C'est quasiment un mal nécessaire pour moi le matériel. D'accord, bon, on va passer. Donc, tu vas nous présenter les photos que tu as choisies aujourd'hui. Vas-y, tu peux partager l'écran. Voilà, donc j'ai fait une petite sélection d'images, effectivement. J'avais envie de commencer peut-être par celle-ci. Je ne sais pas si elle apparaît chez vous. Est-ce que ça marche? Oui, voilà, très bien. Voilà, c'est une très vilaine photo qui date de 1983, donc j'avais 15 ans. Ah Et ouais, donc c'est une vieille diapositive scannée et elle a pour moi une valeur symbolique parce que ce sont des biches, hein, c'est un groupe de biches dans la région des Hauts-de-Fagne justement, prises avec, je pense à l'époque, un vieux Pentax Spotmatic qui ne va certainement rien dire à personne de moins de 50 ans, un vieux téléobjectif qui était tout déglingué et qui tenait grâce à du Chatterton. Mais voilà, ici on est dans, dans l'illustration de ce que sont mes racines photographiques depuis très très longtemps, à savoir un attachement
vraiment très important à ma région et à la recherche des animaux qu'il habitait. Donc là, on est vraiment sur voilà, sur mon socle photographique, je vais dire ça comme ça. Mhm. Je ne sais pas si l'image est toujours là ou elle a disparu. Ah oui, oui. Ok, parfait. On peut aller chercher une autre maintenant, quelque chose d'un peu plus récent peut-être. Voilà, au fil du temps, est-ce que l'image a changé pour vous à l'écran? Pour l'instant, non, on te voit toujours très bien. D'accord, pas de chance. Alors, hop, partager. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. C'est très net, c'est bien. Bien entendu, parce on est quoi là? On est 35 ans plus tard. Mm. Et c'est évidemment pas les mêmes biches, hein, on est bien d'accord. Mais on est le schéma. 35 ans plus tard, je suis toujours autant attaché à la région et toujours autant attaché à la recherche des animaux, avec heureusement une évolution. Je disais que je n'aimais pas le matériel, mais il faut évidemment pas cracher dans la soupe, hein. On a la chance maintenant de pouvoir utiliser un équipement ultra performant qui permet vraiment de continuer à faire des images dans des conditions inimaginables au moment où j'ai commencé. La diapositive de tout à l'heure, ça devait être de l'Ektachrome 400 ISO. Ici, l'image qu'on a sous les yeux, elle est peut-être prise, je ne sais pas, moi, à 2000, 3000 ISO. C'est des notions qui sont quasiment extraterrestres, hein, avec le temps. Et aujourd'hui, plus aucun gamin de 15 ans euh, n'envisagerait d'utiliser une pellicule diapositive de 400 ISO avec un vieux téléobjectif qui tient par miracle, hein. Donc l'évolution, elle a été absolument extraordinaire au niveau des possibilités techniques qui ont évidemment eu pour effet d'augmenter d'autant les possibilités créatives, hein, pour les photographes. C'est quelque chose d'absolument fabuleux, bien entendu. Mm. Une autre, S'il te plaît. pas de problème. Le cerf, évidemment, fait partie de ces animaux avec un pouvoir d'attraction énorme. Est-ce que l'image a changé? Vous avez un portrait de cerf à l'écran maintenant ou pas? Toujours pas. Toujours pas, comme ça. Oui, waouh. Voilà. Voilà, ça c'est un cerf que j'ai photographié il y a quelques années, je sais plus, 3, 4 ans, je sais plus exactement. Toujours dans ma région, là, on est euh, à vol d'oiseau, peut-être à 1500 mètres de la maison. Ça doit vous parler. Chez vous en France, malheureusement, avec le confinement du kilomètre, là, je suis juste au-delà du cercle de confinement si on le ramène à aujourd'hui. Mais voilà, là, on est vraiment dans mon jardin, je vais dire ça comme ça. Mon jardin sauvage, la région des Hauts-de-Fagne, à une période évidemment où les animaux ont cette caractéristique d'être extrêmement mobiles, bruyants, visibles, et avec un pouvoir émotionnel vraiment très important. Et cette image, elle a une double valeur de symbole, parce qu'effectivement, donc on est chez moi, c'est un animal que je connais, que je suis depuis plusieurs années, et j'ai fait cette image un dimanche matin, et en rentrant après ma séance d'affût, euh, un peu fébrile évidemment, parce qu'une rencontre pareille, ça se passe à très courte distance. Il y a une émotion terrible évidemment de se retrouver dans des conditions de proximité avec un animal comme celui-là. Donc fébrilement, j'examine mes images sur l'ordinateur, je tombe sur ce portrait que je configure rapidement et dans l'enthousiasme, je l'envoie à Guy-Michel Cognier, hein, que nous avons eu la chance de côtoyer et de bien connaître grâce au magazine Chasseur d'images et puis Natimage. Et Guy Michel réagit instantanément. Je lui raconte la petite histoire de la rencontre de l'animal et il me dit ça c'est génial. Et 15 jours, 3 semaines après, cette image faisait une double page du magazine Chasseur d'images. Donc
l'émotion était décuplée parce que voilà, il y avait eu la réaction instinctive de quelqu'un que j'appréciais vraiment beaucoup, qui a fait énormément pour la photo animalière et qui a toujours eu à cœur de promouvoir le travail des photographes, qui soient amateurs, professionnels, jeunes, vieux, hommes, femmes. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel qui a beaucoup, beaucoup apporté à l'activité des photographes dans la nature. Et là j'étais vraiment doublement heureux de pouvoir partager cette image de cette manière-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, Cette photo, tu étais complètement à découvert. Tu n'avais pas de temps à fuir, rien. Tu passais par là et non, 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 là on est sur du travail de longue haleine, il y a une préparation, il y a une parfaite connaissance du terrain, et évidemment, là je suis déguisé en homme-feuille, hein, donc j'ai la tenue de camouflage complète avec la cagoule, les gants, la housse insonorisante qui vient d'une enseigne bien connue de la région de Milo, donc preuve qu'elle était super, super efficace. Là on n'est pas sur de la d'accord, rencontre fortuite, on est sur quelque chose qui constitue vraiment un travail de longue haleine, hein. d'accord. Alors, si je continue avec l'espèce, ou on peut changer, voilà, peut-être encore celle-là qui est aussi une image récente, parce qu'on vient juste de sortir Mhm. de la saison du brame, hein, donc euh, là on est sur la carte postale, hein, vous avez bien un cerf qui brame à l'écran chez vous, c'est bien ça? Sublime. Ouais. Voilà. Là, on est sur de la carte postale, on est sur une image extrêmement classique, conventionnelle. On en voit des dizaines, des centaines chaque année à la même saison. Euh, mais c'est parfaitement compréhensible, évidemment, Hmm. parce on a encore une fois ici une proximité, on a une scène de vie sauvage euh, à la fois extrêmement classique, mais qui reste exceptionnelle parce qu'il y a la mise en œuvre voilà, d'une expérience, d'un savoir-faire. Et c'est évidemment ce que beaucoup de photographes vont rechercher, et c'est cette proximité qui va être génératrice d'une émotion, d'une intensité exceptionnelle. Tout à Et, fait. et, quand on peut ajouter à ça le fait que voilà, moi, ce cerf-là, photographié en 2017, je l'ai refotographié cette année, donc je le connais depuis peut-être maintenant 5-6 ans. Et il vient chaque année bramer dans la même clairière dans une zone qui échappe un peu à la pression de chasse notamment. Donc là, on est sur, pour moi, ce qui est vraiment l'essence même de la photo naturaliste, de la photo animalière. On n'est pas sur du fortuit, sur de l'occasionnel. Pour moi, c'est la raison d'être absolue de la photo animalière. Elle est incarnée par une prise de vue comme celle-là. D'accord. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Alors, celle-ci a un petit côté extrêmement... Là, on voit un photographe qui est Voilà, derrière son objectif. voilà, c'est bien. Eh bien, donc Oui, le photographe, c'est David Allemand. on voyait le photographe, ça a disparu, la photo. Ah d'accord, ok. On va essayer de la remettre. Partager, application, voilà. Est-ce qu'il est revenu? Oui. Ah Voilà. oui, voilà. Ah oui, je le reconnais effectivement. Avec son bonnet, j'ai un petit peu de mal, mais voilà, oui, oui. Mais il faisait froid, hein. Donc c'est David Allemand, hein, qui est photographe bien connu du sud de la France. Et c'est une image qui est intéressante pour moi parce qu'elle va aussi symboliser, symboliser quelque chose. C'est le partage, justement, la rencontre. Et quand tu m'as contacté, tu évoquais Montier-en-Der et le fait que Montier n'aurait pas lieu
cette année. Et c'est évidemment une des grands plaisirs, une des grandes raisons d'être des expos qui attirent du monde, etc. C'est le fait qu'on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir se voir, on va pouvoir discuter, on va pouvoir faire connaissance avec des nouvelles têtes, on va pouvoir revoir les copains qu'on voit depuis 20 ans ou plus. Et là, on est aussi sur quelque chose de très important. En tout cas, moi, une chose à laquelle j'accorde vraiment beaucoup d'importance. Et j'ai eu la chance, comme tu l'as dit au début de l'interview, je passe maintenant dans le fond du bus, hein, dans les vieux de la vieille. Et depuis toutes ces années, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens exceptionnels. Des Ouais. gens vraiment euh, qui ont enrichi ma vie de photographe. Et David fait partie de ces gens-là. Et David, c'est un gars, quand il vous a à la bonne, ce qui semble-t-il a été le cas avec moi, il m'a ouvert les portes de sa maison, il m'a emmené sur quelques-uns de ses plus beaux terrains de prise de vue. En l'occurrence, ici, on est dans les gorges du Verdon. Mhm. Euh, je vais essayer de vous trouver l'image qui se rapporte à ce que nous faisions ce jour-là. Et donc voilà, il m'a consacré beaucoup de temps. Euh, il m'a emmené euh, voir les vautours. Mhm. J'essaye de vous trouver l'image de vautours. Ça ne va pas. Et c'est l'occasion évidemment de passer du temps avec des gens euh, qui partagent la même passion, qui partagent le même plaisir Ouais, euh, voilà, voilà, trois vautours. trois vautours, voilà. Donc là, on est perché sur un des balcons du Verdon et on a passé 2 jours. N'importe qui hein, peut aller dans le Verdon par lui-même. Avec Internet, maintenant, on trouve presque trop d'informations, parfois même beaucoup trop précises sur des sites qui peuvent être sensibles ou des espèces délicates, mais ça ne remplacera jamais la possibilité d'accompagner un gars du coin euh, qui, lui, évidemment, va amener le petit plus, le détail supplémentaire qui va faire qu'on est placé au bon endroit, au bon moment. Et des expériences comme celle-là, il y a eu David avec les vautours notamment. J'ai eu le plaisir d'accueillir David chez moi alors qu'il était en route pour la Scandinavie avec Christophe Sidamon-Pesson à l'époque. J'ai eu la même joie, le même plaisir avec Erwan Balença dans les marais de Loire-Atlantique. Erwan, il m'a initié à l'affût flottant. Mhm. En échange, il me demandait juste deux catégories très précises de bière belge. Parfois, il faut payer. Il faut payer. Les photographes ne sont pas des gens fondamentalement vénaux, mais c'est généralement des gens qui ont soif et qui ont faim. Et donc Erwan, il était parfaitement corruptible avec 2 types de bières spéciales. Ce qui était relativement facile à gérer en ce qui me concerne. J'ai eu l'occasion de voyager beaucoup avec Emmanuel Boitier. On est allé en Écosse plusieurs fois ensemble. J'ai eu l'occasion de trimballer une fois ou l'autre le petit Michel D'Outremont. Pas toujours un cadeau non plus en voyage. Hein. Euh, mais voilà, et ça crée du lien, ça crée des amitiés très fortes. Mhm. Et la photo sans le photographe, pour moi, ça n'a pas de sens. Et le photographe, si le photographe n'est pas un homme de valeur, ça a encore moins de sens. C'est clairement une activité de solitaire qui doit se partager avec des gens qui ont les mêmes convictions. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Et s'il y a quelque chose que la photo animalière m'aura apporté, c'est ça. Ouais. C'est la richesse des contacts humains. Et c'est symbolisé évidemment par des festivals comme Montier-en-Der. À un moment donné, à Montier, c'était plus tellement les expos hein, qui nous intéressaient. C'est qu'est-ce qu'on fait samedi soir? Hein, Marc, tu sais comment ça se passe. Moi, Euh, je suis presque convaincu. Tu sais, je fais ce métier depuis maintenant 31 ans et les premiers photographes que j'ai rencontrés,
ça a été vraiment un coup de foudre. C'est-à-dire que les premiers photographes m'ont un peu stupéfait, par le métier qu'ils faisaient. C'était passionnant, c'était des gens extrêmement intéressants. Et ça s'est conforté au fur et à mesure que je rencontrais les photographes suivants. Et dans les années 90, 91, 92, ça a été vraiment une énorme surprise pour moi de rencontrer toutes ces magnifiques personnes. Et ça s'est pas inversé, ça n'a pas changé depuis tout ce temps-là. Je rencontre toujours des personnes extrêmement riches, extrêmement intéressantes d'esprit. Alors ça, c'est vraiment un gros plus pour moi. Et là, tu vois, ces interviews me confortent dans cette idée. Je discute avec des gens qui sont passionnants, passionnés et agréables. Enfin, c'est voilà, comme s'il y avait un esprit général magnifique dans tout ce milieu de photographes animaliers. Et sans ça, on perd une grande partie de l'intérêt de la photo animalière. Ça, j'en suis convaincu. Il y a des choses qui doivent effectivement rester indépendantes l'une de l'autre, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important. Et à la limite, c'est presque l'élément sur lequel je reviendrai le plus souvent. Je ne sais pas si tu as... Je l'ai interviewé juste avant. C'est vrai? Juste avant, il fait partie des Belges que j'ai interviewé. Donc voilà, ce matin, j'ai interviewé Monsieur Loire. Eh ben voilà. Donc ouais. Donc lui, il s'est expatrié en France. Hein, il en avait marre du climat belge. Hein, il s'est réfugié dans la région de Montpellier. Et donc on se connaissait évidemment, on se connaissait en Belgique, bien entendu. Et de la même manière, donc quand il a été installé dans le sud de la France, on se contacte régulièrement et il me dit toujours, mais quand est-ce que tu reviens? Voilà. Et donc il m'a accueilli chez lui, il m'a aussi ouvert les portes de quelques-uns de ses terrains de jeu dans le sud. Et pareil, quand il revient en Belgique, pour autant que les agendas puissent s'arranger, eh ben voilà, ici on est dans la région des Hauts-de-Fagne. Et parce que le plaisir est là, de se revoir, le plaisir est là de retourner ensemble sur le terrain, puis d'aller manger des frites après, et puis de repasser du temps ensemble à faire ce qu'on adore faire, c'est-à-dire faire des photos. Mhm. Donc, pour moi, on est là dans l'essence de ce qu'est une vie améliorée par une activité. Mhm. Voilà, clairement. Des rencontres formidables. Ouais. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Et donc c'est capital ça, hein, c'est tout à fait capital pour moi. Vous êtes pas vous êtes où là? En Belgique là? Oui, là on est dans les Hauts-de-Fagne, on est dans mon jardin, je vais dire ça comme ça. Oui, oui, tout à fait. C'est un petit air de Scandinavie, mais Eh on est oui, dans les Hauts-de-Fagne, oui. d'accord. Euh, Celle-ci, tu as un groupe de personnes à l'écran, c'est ça? Ouais. Oui, oui, oui. Ok. On reste sur le même thème, hein. Donc là, je suis avec à l'extrême droite Serge Sorby, encore un photographe ornithologue belge bien connu, qui, Mhm. fait- qui, qui constituait une partie du noyau dur des Belges des débuts de Montier, évidemment. Hein. Mhm. Serge, c'est aussi un gars à qui on n'apprend pas à reconnaître les bières rien qu'au bruit que fait la capsule quand elle sort de la bouteille. Euh, et au milieu de l'image, donc barbu, casquette et jumelles, c'est un des photographes finlandais, le photographe finlandais qui a certainement été l'élément déclencheur au début des années 90, je vais le dire en français, qui nous a poussé à nous rendre en Scandinavie. C'est Mhm. Anu Otala, qui a Ah, aussi oui. exposé à Montier-en-Der notamment. Il est venu à Namur. Enfin, c'est un photographe de renommée mondiale. Je pense que c'est probablement un des rares photographes qui, de son vivant, a un musée qui lui est consacré, hein, Kuusamo, en Finlande, petite ville de la Laponie finlandaise, qui est devenue au fil du temps
le bastion de la photographie animalière en Scandinavie. Et là, nous avons eu la chance on l'avait rencontré à Montier-en-Der, et là, on a la chance de le rencontrer sur son terrain, dans le nord de la Finlande, en hiver. Je pense qu'on est en 2006, oui, avec à l'extrême gauche Olli, qui était notre hôte local. Et nous sommes à cette occasion-là à la recherche des chouettes, chouettes finlandaises, chouettes lapone, chouettes épervières, qu'on aura eu la chance d'observer et de photographier. Mais maintenant, c'est devenu un endroit très, très couru. Il y a énormément de monde qui va dans cette région de Finlande tout au long de l'année parce qu'il y a une nature exceptionnelle, un sentiment de liberté auquel on n'est plus du tout habitué en Belgique ou en France. On a des territoires gigantesques avec des espèces très emblématiques comme j'évoquais la chouette de Lapone, mais évidemment, en saison estivale, c'est le pays de l'ours, c'est le pays des grands tétras. Donc, on est sur une région avec des espèces avec une très, très haute valeur ajoutée au niveau émotion. Et donc, l'endroit maintenant est vraiment très, très couru par des photographes du monde entier. Et là, on est en 2006, en janvier ou février 2006, et deux Belges qui se rendent en Finlande pour rencontrer à Nuotala et photographier des chouettes, à ce moment-là, ça paraissait quand même un peu surréaliste. Et donc, on a eu, avec Serge, on a eu les honneurs de la presse locale. On a Ah ouais. une page entière de la Gazette locale qui nous était consacrée avec notre photo, la photo de notre tronche en couverture, en première page. Deux Belges accusent à mot photographie des chouettes. Ils sont pas bien, les gars. Ils sont pas bien. Maintenant, ça serait plutôt le contraire. Tiens, il n'y a pas eu de Belge cette année. Ah ouais. Mais voilà, on était euh, Précurseur. précurseur. J'aime pas tellement le terme parce que c'est pas non plus de l'exploration. Hein. On n'a pas ouvert une voie pour aller en Finlande. Hein. Les avions étaient déjà remplis. Non, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on connaissait le travail de Anu Otala depuis la fin des années 80, le début des années 90. Et notamment via un de ses premiers livres qui s'appelle Au pays du mésanger. Le mésanger était justement un des oiseaux qui symbolise la Laponie finlandaise. C'était notre livre de chevet à cette époque-là. Aller en Laponie, c'est quand même le rêve ultime pour un photographe. Alors non seulement on y a été, mais on a rencontré à Nuotala. Là, il est présentable, hein, mais on s'est rendu chez lui de manière un peu improvisée. On l'a cueilli à la sortie du sauna. Ça n'a pas le même aspect à ce moment-là. Hein. Mais voilà, Anu Otala, il a fait, je ne sais pas moi, 20 ou 30 livres qui ont été traduits dans, 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 dans 10, 12, 15 langues différentes à la librairie centrale de cette petite ville de Kuusamo. Il y a un rayon entier qui est consacré aux livres de Anu Otala avec des versions chinoises, japonaises. C'est un type tout à fait exceptionnel et qui est d'une simplicité absolue. Là, c'est le forestier, le campagnard finlandais. Il ne parle pas un mot d'anglais d'ailleurs. Hein. C'est sa femme ou son fils qui sert de traducteur. Et là, alors il nous regarde, l'air de dire voilà, deux mecs qui viennent me voir. Voilà. Vivement qu'ils s'en aillent, que je retrouve ma tranquillité. Mais voilà, ça fait partie de ces petites choses qui finalement deviennent des grandes choses au fil du temps. Alors, on va continuer l'exploration. Est-ce que vous avez des grues à l'écran? Tout à fait, avec un lever ou un coucher de soleil. Voilà, là on est sur un lever de soleil, puisqu'on évoquait Montier-en-Der, évidemment. L'association parfaite à Montier, c'est un festival
de photographes avec des expos, du matériel quand même, hein. Et puis en plus des grues. C'était vraiment Très bonne. le- Franck, on n'a pas tout à fait une très bonne définition. Faut peut-être que tu enlèves la caméra, parce que d'habitude on a une meilleure définition. Là, c'est ouais, un petit peu flou. Je sais pas pourquoi. voilà, Voilà, c'est mieux? c'est nettement mieux. Ouais. Ok. En fait, là, on n'est pas à Montier-en-Der, on est en Espagne. On est dans la lagune de Gallo-Canta. En fait, pendant 3-4 ans, j'ai travaillé un peu j'ai passé beaucoup de temps sur la grue cendrée que j'ai suivie de la Scandinavie jusqu'en Espagne. J'ai d'ailleurs fait un petit livre sur le périple de l'espèce. Et là, nous sommes au bord de cette lagune qui a des... C'est un peu le lac d'Uder espagnol finalement, hein. On est dans le nord de l'Espagne. On retrouve des similitudes avec des grandes étendues d'eau dans un paysage global agricole dans lequel on a vu se développer notamment la culture du maïs. Les grues, le maïs, c'est une histoire d'amour récente, hein. Il y a pas de hasard. L'alimentation et des points de repos font que l'espèce se trouve bien dans ce genre d'endroit. Et là, je suis accompagné, encore une fois, euh, non pas d'un photographe, mais d'un peintre, d'un illustrateur, Yves Fagnard, Mhm. dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps parce qu'il a beaucoup bossé, notamment en Scandinavie, avec Thomas Roger, Frédéric Larrey. Il a bossé sur la taïga, il a bossé sur le Spitzberg, il a récemment travaillé sur la Panthère des Neiges. Donc, Yves Fagnard fait aussi partie de ces gens euh, avec lesquels nos routes se croisent et s'entrecroisent régulièrement. Et là, on est en 2005, il y a 15 ans déjà. Et donc, c'était vraiment ses débuts et il était très curieux de plein de choses. Et il dit, ah, ça serait bien si tu vas en Espagne, ça m'intéresse de t'accompagner. Ben, je dis, Mhm. vas-y, grand, hein, fais ton sac et on y va. Et là, on est au bord de la lagune, au lever du soleil. Il fait pas très chaud et Yves est occupé à croquer sur le terrain, à l'aquarelle. Voilà ce que j'appelle un artiste, véritablement. Moi, en gros, une fois que j'ai cadré, vaguement choisi les paramètres d'exposition, j'appuie sur un bouton et c'est l'électronique qui fait le reste. Le peintre, il est là, il a la feuille blanche, ses petits pinceaux, sa bouteille d'eau pour diluer ses peintures, et lui, il doit créer absolument tout. Tout ce qu'il a sous les yeux, il doit le créer pour le matérialiser. J'ai été vraiment très, très admiratif de cette capacité-là. Moi, j'arrive à peine à dessiner un carré, donc quand on a cette possibilité de définir avec autant de finesse l'environnement qu'on a sous les yeux et les espèces qui l'habitent, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et on Mhm. passe une semaine en Espagne et on loge dans un endroit, un petit hôtel au bord de la lagune. Hôtel un peu improbable, un endroit très curieux. On se rend compte en voyant l'album photo qui est sur la table de la salle à manger et puis les prospectus qui traînent à gauche à droite que c'est un hôtel manifestement où on n'organise pas que des soirées pour ornithologues. Il y a des Ah bon? choses beaucoup plus inhabituelles qui se passent, en tout cas pour nous. Mais on est super bien accueillis et les gens disent, tiens, mais qu'est-ce que c'est de nouveau ces Belges qui viennent voir des piafs et Yves ouvre sa farde et commence à montrer ses dessins. Et là, il y a une des dames qui s'exclame en disant, Ma, c'est El Pintor, c'est le peintre. Mhm. Et donc, si tu croises Yves Fagnard, une prochaine fois aussi, un de nos auditeurs croise Yves Fagnard à l'occasion, et puis pourra le qualifier de El Pintor, réputé jusqu'en Espagne, y compris dans cette auberge où certains samedis soirs, il n'y a pas que des Pintors, manifestement. Encore un super souvenir, en tout cas. D'accord. Qu'est-ce qu'on a après ça? Donc voilà. Est-ce que tu as une grue en vol sous les yeux? Ouais. Ouais, voilà. Donc toujours dans le travail fait sur les grues à un moment, ça a été une bonne excuse, évidemment, hein. Ah, les grues, ça voyage, bah, donc je vais voyager, hein. Voilà. Mhm. On va aller dans le nord, et puis en Allemagne, et puis en France, évidemment. On va y aller au moment du festival, on fait une pierre deux coups, et puis en Espagne. Donc ça a été une belle occasion de diversifier les images, un beau prétexte à suivre
une superbe espèce, hein, la grue cendrée, c'est quand même un oiseau aussi avec une haute valeur symbolique et un pouvoir d'attraction vraiment très important. Donc, c'était vraiment un travail très chouette à faire, si même, encore une fois, c'était pas le plus original. J'ai jamais cherché à être le plus original dans tout. Mmh. Euh, Avant tout, c'était me faire plaisir et avoir une cohérence dans ma démarche, euh, mais pas à tout prix à chercher l'originalité absolue. C'est pas un problème pour moi de me démarquer à tout prix. C'est pas du tout un objectif. Donc là, on J'y était gypaète, ouais. Ouais, voilà, j'y pas être. Là, on est dans une autre région d'Espagne, euh, où j'ai eu la possibilité. Il n'y a pas il y a pas de mystère, hein. On est clairement ici dans une situation où j'ai fait usage d'un affût, ce qu'on appelle communément l'affût payant. Moi, Mmh. j'ai pas de problème avec ça à partir du moment où c'est fait correctement. Là, je suis véritablement encadré par un responsable d'un parc national espagnol, un ornithologue anglais installé là-bas depuis très longtemps, qui ont développé une structure euh, qui en fait qui est adaptée aux photographes, mais qui s'intègre dans une démarche de suivi ornithologique. Donc là, je trouve que c'est l'association la plus intéressante. C'est pas la photographie pour elle seule, mais dès le moment où effectivement des zones d'alimentation existent dans le cadre du soutien d'espèces comme les vautours ou le gypaète, la personne qui développe à ce moment-là une activité photographique en rapport avec le travail qui est fait par les naturalistes locaux, là il me semble qu'on est dans quelque chose de cohérent et c'était le cas ici. Et donc j'ai été à des premiers, à cet endroit-là en tout cas, à utiliser un affût aménagé pour les photographes à proximité d'une zone de nourrissage où venaient donc les vautours fauves, vautours moines et gypaète, qui était l'espèce visée ici et qui est vraiment une espèce extraordinaire. Et en l'occurrence, l'affût, c'était une poubelle, un grand conteneur poubelle qui était, on avait coupé le sommet, on l'avait retourné, Mmh. découpé la paroi avant et placé une vitre sans teint. Donc les photos se font à travers une vitre sans teint qui est devenu un système très répandu maintenant. Et en l'occurrence, j'ai payé un gars pour qu'il m'enferme dans une poubelle. Euh, Si on peut se demander si tout va bien dans la tête du gars, hein, pas dans la mienne en l'occurrence. Ouais, les vitres sans teint, c'est très utilisé effectivement en Espagne et puis je crois en Suède et Norvège, non? Dans les affûts payants. Suède, Norvège, pour l'essentiel, ce que j'ai vu en tout cas, c'était pas à travers des vitres. Ce sont des affûts souvent très très bien aménagés, notamment pour les ours, hein, mais là, le téléobjectif sort de l'affût sans trop de difficultés. On retrouve plus souvent les vitres sans teint avec des espèces qui sont en général des oiseaux extrêmement sensibles au Mmh. mouvement de l'objectif. Et donc, pour éviter cette sensibilité, avoir un objectif qui bouge de gauche à droite, effectivement, alors beaucoup utilisent la vitre sans teint. Je pense que Benchemate en Hongrie Oui, a probablement aussi. été un des premiers à développer Ouais. ce système-là. Oui, j'ai jamais été chez lui, mais je pense que ça a été un des premiers à développer ce système-là, qui est très efficace, hein. On n'a pas une perte de qualité trop importante, ou en tout cas qui empêcherait de pouvoir utiliser l'image à des fins de publication. Et on a une discrétion absolue. Mmh. Moi, j'ai eu des vautours fauves posés à 5 mètres de l'affût, et comme ils ne perçoivent absolument aucun mouvement, il y a une grande quiétude, une grande tranquillité de la part des oiseaux à ce moment-là. Entre un paysage. Voilà, et j'en reviens donc en fait à mon jardin. Donc là, on est dans la région des Hauts-de-Fagne, Ah oui, à l'est de la Belgique. Oui, oui, ça, là, on est en Belgique, là, aussi incroyable que ça puisse. ça paraît pas. Je m'attendais pas à ce paysage-là. Je m'attendais à un paysage plutôt de forêt assez dense, mais non, Voilà. c'est pas du tout ça. Non, non, les forêts assez denses sont tout autour, mais on a effectivement cette réserve naturelle qui est constituée de landes, de tourbières, et qui est
une évocation vaguement scandinave, hein. C'est à des rares endroits en Belgique où on a une vue qui porte aussi loin et où certains aspects végétaux, climatiques vont évoquer très vaguement la Scandinavie. Et cet attachement à ce type de milieu un peu rude, même franchement rude, hein, c'est l'endroit de Belgique où il fait le plus froid, où il pleut le plus, où il y a le plus grand nombre de jours de gel, un endroit abominable pour passer ses vacances en fait. Ben on va évidemment, quand je me rends en Scandinavie, en Norvège, en Suède, j'ai ces Hautes-Fagnes, mais puissance 1 million. Mm. Et moi, mes racines, elles sont dans ce type de milieu. Mes racines, elles sont dans la tourbière. Et donc, forcément, la Scandinavie, c'est une prolongation des Hautes-Fagnes par l'esprit, avec cette possibilité de marcher 4 jours en ligne droite sans croiser personne, sans croiser même un chemin ou un sentier, ce qui, en Belgique, n'existe plus depuis très longtemps, évidemment. Et donc, il nous reste ce microcosme qui permet malgré tout voilà, de faire des images, de s'évader à 15 minutes de voiture de chez moi et dès le moment où le cadrage est bien choisi pour éviter l'éolienne à gauche et le pylône GSM à droite, voilà, Mm. on parvient quand même à se donner une impression de grands espaces, une impression de sauvage en quelque sorte, qui est très relative, hein, ça, il s'agit d'être clair là-dessus. Mais on est ici dans le dernier bastion du tétralyre en Belgique, le petit coq de bruyère. C'est l'endroit où moi je l'ai étudié pendant 10 ans. Et c'est le dernier endroit en Belgique où survit une mini population de tétralyres. Ben voilà, j'aime bien aussi changer de milieu. Donc, comme tous les photographes, hein, le voyage fait partie intégrante de l'activité d'une grande majorité de photographes, peut-être même à outrance par moment, hein. On peut se poser beaucoup de questions sur l'impact réel sur l'environnement d'une activité aussi, je vais utiliser dérisoire dans le sens où elle n'a pas, vous ne sauvez pas des vies en en photographiant des gypaètes ou des tétras, hein. Mais par contre, les photographes, eux, sont des ultra consommateurs en termes De voyage. d'énergie fossile, bah, bien sûr, hein, et on devrait tous faire notre culpa évidemment, hein. Prendre l'avion pour se dire tiens, je vais aller photographier des gypaètes en Espagne pendant 4 jours, est-ce que c'est bien raisonnable? Mm. Prendre l'avion pour se dire tiens, je vais aller photographier les falaises des îles Féroé, comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est encore justifiable? J'ai pas de réponse ni toute blanche ni toute noire hein, par rapport à ça, mais on doit probablement à un moment donné se poser certaines questions de l'impact de notre activité sur l'environnement. Ça, c'est clair. D'ailleurs, c'est un débat qui revient très très souvent dans les conversations, hein, avec on a vu comme ça des pics, j'ai envie de dire des pics d'activité. Le plus récent, je parlerai de la Panthère des Neiges, Mm. euh, où voilà, maintenant on a quasiment des avions entiers de photographes, de naturalistes qui vont observer la Panthère des Neiges. Mm. Parallèlement à ça, ça développe une activité économique sur place, mais il y a probablement un grand débat de fond effectivement à mener sans qu'on n'ait peut-être jamais une réponse, hein, mais en tout cas moi ça m'interpelle, c'est évident, hein. C'est Mais évident. d'un autre côté, c'est vrai ce que tu dis, mais les interviews que j'ai fait là montrent aussi que beaucoup de photographes trouvent autour de chez eux bon nombre de magnifiques clichés sans aller vraiment loin, même à leur porte. Tu nous as montré quand même pas mal de photos, et ce qui prouve que la photo animalière n'est pas nécessairement pratiquée loin. Et on peut trouver aux portes de son domicile pour peu qu'on soit un petit peu à l'écart des grandes villes, de quoi illustrer, de quoi s'amuser et réussir de très belles photos. Tout à fait. Et je trouve que c'est vraiment
une très bonne chose. Et il est à mon sens, vraiment important que l'on garde cet ancrage de proximité et qu'on continue à s'intéresser aux colamboles dans son jardin, aux orchidées dans le pré d'à côté et aux chevreuils du bois voisin. Moi, je pense que c'est absolument, absolument fondamental. C'est ce qui va constituer, dans mon cas en tout cas, c'est ce qui constitue le socle de mon activité photographique. Mmh. Et s'il y a un reproche, le terme est un peu fort, mais un manquement chez beaucoup de photographes nouvellement apparus, c'est le manque de culture naturaliste. Mmh. Et la technologie y a contribué évidemment, puisque maintenant, moi je suis sidéré parfois de voir le contenu du sac photo d'un gamin de 20-22 ans avec le 500 f4 quand c'est pas le 600, avec le dernier boîtier, moi je savais même pas que ça existait, euh, et on a un sac photo avec 8, 10, 12 000 euros de matos. Et le gars me demande, ah, qu'est-ce que tu penses qui est vraiment indispensable à avoir pour démarrer en photo animalière? Et je dis, ben, pour moi, l'indispensable, c'est le guide ornitho. Mmh. Et le guidon de quoi? Non, pas un guidon, le guide ornitho. C'est un livre où tu vas apprendre à reconnaître les oiseaux. Je caricature, hein, mais on en est pas loin parfois. Ça, je pense que c'est un peu regrettable quand même, ouais. Mais bon, C'est pas je rencontre beaucoup de photographes amateurs. Je trouve quand même d'une manière générale, ils sont, assez pointus, sur l'ornithologie, sur la connaissance de la nature. Il y a bien sûr des brebis galeuses, il y a toujours des gens qui débutent, qui vont un peu trop vite dans leur activité, mais quand même d'une manière générale, ils sont dans la majorité, très respectueux, de l'environnement et veulent pas abîmer quoi que ce soit et je pense il y a quand même un respect, une connaissance qui n'est pas négligée dans la plupart des cas. tant mieux, tant mieux. Ça me dérange pas d'être contredit sur ce point-là. Non, Ça ne correspond pas forcément à ce que je vois sur le terrain, mais tant ça, ouais. mieux, Il y a tant mieux. forcément des gars qui veulent aller trop vite, mais c'est pas la majorité. C'est vraiment une grosse partie de ces photographes, même amateurs, qui vont doucement, qui vont sagement, qui écoutent qui vont sur les forums, écoutent aussi les conseils des plus anciens. Et je pense qu'il y a quand même un respect. Si je suis pas très inquiet de ce côté-là. Alors c'est vrai avec la Panthère des Neiges, c'est un peu vrai ce que tu dis. D'ailleurs, Vincent Minier, avec qui j'ai appelé tout à l'heure, enfin l'autre jour, m'en a reparlé. Il m'a dit, il avait l'air un peu désabusé d'avoir un peu mis un spot sur cette Panthère des Neiges et du coup, comme tu dis, il y a un monde entier qui va voir ces panthères et du coup les déranger dans leur activité. Donc ça, c'est sûr que c'est un petit problème, mais bon, c'est quand même, il y a beaucoup de gens qui font la photo autour de chez eux ou en France ou pas très loin, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, faut se faire plaisir aussi de temps en temps d'aller dans des pays parce que c'est clair que quand on voit des photos faites en Écosse, en Islande, au Kenya ou je ne sais où, ça fait envie quoi. C'est évident, c'est Mais évident. Et c'est pour ça que ce n'est pas un jugement, c'est une constatation et je ne jette pas la pierre. Moi, ouais, j'ai fait mon trou dans la couche d'ozone aussi, hein, mais faut voilà. pas abuser non plus des voyages, mais je pense que faut pas non plus se frustrer de pas y aller quoi. Mais si on en fait un par an, c'est bien quoi. Bien sûr, si on peut encore en faire un par an, hein, Encore un par an. au trait où vont les choses. Bon, tu nous montres encore quelques images avant Ouais, que. voilà, donc tu viens de parler de l'Écosse. Voilà, mon pote Emmanuel Boitier, justement, en Écosse. Là aussi, ce qui est intéressant quand on voyage à plusieurs photographes, euh, Manu, l'animalier, c'est pas euh, son front de commerce, je vais dire. Par contre, en paysage, c'est un gars qui est très pointu, qui est extrêmement soigneux,
On est sur un photographe qui est attentif à tous les détails. Et on a à ce moment-là beaucoup à apprendre les uns des autres. Et même après des années et des années de pratique, moi, je suis une bille dans des tas de domaines. Et voyager avec quelqu'un qui amène comme ça une telle complémentarité dans la pratique, c'est vraiment quelque chose de très, très enrichissant. Euh, de la même manière, hein, comme on évoquait le travail de proximité, voilà, une petite mésange bleue photographiée dans mon jardin parce que cette Mmh. proximité reste quand même extrêmement intéressante. Moi, j'ai la chance d'habiter dans un environnement en plus qui est pas dégueu. Et chaque année, refotographier des espèces extrêmement communes procure Et la toujours son petit Bah, tu pourrais plaisir. retirer la caméra parce qu'on manque encore un petit peu de définition comme tout à l'heure. D'accord. Parce que là, on a une belle image, mais c'est légèrement flou. Ok, alors la caméra, voilà. Voilà. Ok. Ah, voilà, c'est beaucoup plus net, il y a plus joli Norm- à regarder. Normalement, c'est net, hein. Le collimateur était placé sur l'œil Non, non, mais là, c'était le fait la- du de web. la caméra. Ouais. Voilà, donc le collimateur était placé sur l'œil et c'est un téléobjectif extrêmement onéreux dont on m'a certifié que j'allais devenir le maître du monde une fois que je l'aurais acheté, tu vois. Voilà, je suis le maître du monde et je photographie des mésanges bleus, si c'est pas malheureux, ça. Mais voilà, ça reste vraiment toujours très agréable et de la même manière, quand j'ai des discussions avec parfois des jeunes qui débutent ou même des gens plus aguerris, je dis ici on est sur des espèces où le côté émotionnel évidemment va passer au second plan. On n'a pas les mêmes frissons dans les chines quand on a un cerf qui brame plein cadre ou une mésange bleue posée sur une branche avec des petites fleurs. Mais par contre, on est sur des éléments qui vont permettre d'acquérir cette routine, pour parler un peu technique quand même. Euh, Apprendre à composer, apprendre à poser correctement son collimateur sur l'endroit que l'on veut avoir parfaitement net, apprendre à utiliser de manière instinctive son appareil sans avoir besoin de regarder où se trouvent les boutons, les touches et les fonctions, surtout à la vitesse à laquelle justement cette technologie évolue. À partir du moment où on peut acquérir des automatismes sur des espèces communes, sur des éléments de proximité, on sera d'autant plus à l'aise le jour où on sera confronté avec des situations plus complexes, avec du mauvais temps, du froid, de la neige, ou des espèces qui vont nous faire trembler sur nos quilles, hein. Donc tu parlais de la panthère des neiges, elle, je ne l'ai pas vue, mais on pourrait parler des bœufs musqués, ou je parlais du cerf, mais parfois un simple paire de renards d'eau qui joue et qu'on a la chance d'avoir plein cadre dans l'objectif, on a les mains qui tremblent, hein, l'émotion, elle est là. Et si à ce moment-là, on commence à peine aller dans la semoule, à se dire, mais où se trouve le petit bouton pour bouger le collimateur, où se trouve la roulette pour changer la vitesse, on va foirer ces prises de vue et ça va générer plus de frustration que de plaisir. Et donc, j'aime dire et mettre aussi en pratique le fait, mais si, mais passons du temps avec des espèces communes, passons du temps, comme on l'a déjà dit, à proximité de chez soi. Ça permet d'entretenir la pratique et d'acquérir des automatismes qui seront d'autant moins faillibles le jour où on a la licorne qui se présente face à soi, quoi. Mmh. C'est plus ce que j'avais mis après. Voilà, encore l'exemple avec une espèce de ma région, la nyctale de Tegmalm. On est de nouveau dans mon jardin, entre guillemets, hein, la forêt près de chez moi. Une espèce qui n'est pas extrêmement farouche, mais qui n'est pas présente chaque année aux mêmes endroits, qui nécessite aussi de bonnes connaissances ornithologiques, qui nécessite de la recherche spécifique. Chez nous, on a la chance d'avoir, ben justement, j'en parlais tout à l'heure, Serge Sorby, qui est le spécialiste de la nyctale de Tegmalm en Belgique, qui m'a appris beaucoup de choses sur l'oiseau.
l'occasion de nouveau de passer du temps sur le terrain ensemble et puis d'aller tester les bières qui plairont à Erwan Balança lors du prochain séjour en Loire-Atlantique. Tout se tient, Marc, tu vois, tout se tient. Tout est lié. Voilà. Écoute, je terminerai, parce que sinon on va y passer la journée, hein, je terminerai sur celle-ci. Hum, Donc c'est une photo qu'a prise mon pote Emmanuel Boitier. Je suis au bord d'une plage bien connue en Écosse. Et elle symbolise aussi certaines choses. Je suis avec un de mes potes dans un des plus beaux endroits d'Europe. Pour faire quoi? Pour faire des photos. hum, C'est la sérénité, c'est l'amitié, c'est la plénitude. Et justement, plus les temps sont troublés, plus je pense qu'on a besoin de choses aussi inutiles que ça. hum, Inutiles dans le sens, ça va rien apporter à l'humanité. On est sur une activité qui est quand même, dans un premier temps, très égoïste, hein, il faut être réaliste. On cherche d'abord à se faire plaisir. Après, je monte mes photos pour le partage. Ouais, je monte les photos en espérant avoir des likes, avoir une interaction. Mais dans un premier temps, le photographe, c'est un égoïste. C'est un hum, égoïste qui va euh, améliorer sa vie, améliorer sa qualité de vie en s'offrant des moments comme celui-là, au bord d'un lac, dans une forêt, sur une tourbière, dans un affût, et après la journée, dans un cottage, dans un chalet, dans un bungalow, sous une tente, avec un copain ou tout seul, à boire une bière ou un plat lyophilisé mal réchauffé. C'est ce qui va véritablement euh, alimenter la vie en moment d'exception. Si la hum. photo, dans mon cas, si elle ne devait servir qu'à ça, ce serait déjà pas si mal. Super, super. Voilà. Écoute, on peut se revoir? Tu peux remettre la caméra? Oui, je peux remettre la caméra. Voilà. Eh ben écoute, je te remercie de cette interview qui est magnifique, très, très humain, très voilà. J'ai pris grand plaisir. J'espère que les spectateurs aussi. Et je te dis donc à très bientôt au cours d'un prochain festival dans le nord de la France. Souvent on se voit bien sûr à Montier, mais on se voit aussi, il me semble, à Tinicourt. Je sais Oui, pas. à Tignécourt, oui, voilà. Parlant Ah, justement, encore une fois, de convivialité, là, on est aussi sur quelque chose dans les Vosges. d'exceptionnel à Tignécourt, dans les Vosges, ouais, dans le fief de Fabrice Caez, Que je le vais inter- spécialiste du renard. que je vais interviewer aussi, voilà. Donc, tu verras toutes ces vidéos prochainement. Écoute, à Parfait. bientôt, Franck. Ciao, ciao. Marc, merci de ton accueil et bonne continuation à tous et à une prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.